Jusqu'où ira l'affaire Alexandre Benalla? Je pense qu'il y a deux scénarios, parce que M. Benalla soit une personne qui mente et qui viole les contrôles judiciaires, à la limite, on n'avait pas besoin de ces enregistrements pour l'apprendre. Mais ce qui, moi, m'interroge un peu davantage dans les révélations de Mediapart, c'est les éléments sur les liens entre M. Benalla et un certain nombre de conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, de deux choses l'une, effectivement. Soit Alexandre Benalla ment. Dans ce cas-là, ça pose quand même la question de savoir pourquoi il a été pendant 18 mois l'un des plus proches collaborateurs du président de la République. Soit il ne ment pas. Et alors, effectivement, je crois que ça s'apparente à une affaire d'État. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que des conseillers de l'Élysée se sont organisés pour essayer de sauver M. Benalla, que M. Macron a fait preuve d'une duplicité totale entre un discours public et la réalité de ses faits et de ses actes. Je crois que ça pose plus généralement la question de ces institutions, de la Ve République, de l'impunité. Bah, écoutez, si... Non, mais il a dit à peu près à la même époque qu'ils viennent me chercher. Donc pour le Bien sûr, coup, c'est là où j'allais en venir d'ailleurs. C'était pas de la duplicité. Il assumait une forme de soutien à Alexandre Benalla. Je trouve d'ailleurs que ça pose une question une faute politique importante, qui est la question de ce système-là, de la monarchie présidentielle de la Ve République, qui en fait s'assoit et s'appuie sur finalement l'impunité totale du président de la République, qui est élu une fois tous les 5 ans, et ensuite on ne peut plus rien faire. Et quand Emmanuel Macron dit qu'on vient de me chercher, c'est très bien, c'est une belle phrase, sauf que en fait, il n'y a aucun moyen. Écoutez, il y a aucun moyen institutionnel d'aller le chercher. Et que sont aussi évoqués dans l'article de Mediapart, par exemple, une rencontre secrète dans laquelle un conseiller de l'Élysée et M. Benalla auraient pu, par exemple, échanger des bandes vidéo. C'est une hypothèse qui est formulée par Mediapart. Là, je pense que ça pose parce que c'est facile de renvoyer tout sur le comportement individuel de M. Benalla. Mais la question, c'est pas le comportement individuel de M. Benalla, c'est l'effet de système. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans une Ve République comme celle-ci, vous pouvez avoir un conseiller qui ment, qui ensuite utilise ses relations pour essayer de se cacher, et finalement une justice à deux vitesses. Que vous êtes plus proche, que vous soyez proche ou non du pouvoir, la justice ne s'applique pas de la même manière pour vous. Et ça, je pense que c'est un effet de système sur lequel il faut lutter. Donc la question de réforme institutionnelle d'ampleur, je pense, est posée. Je pense qu'une des grandes forces et un des grands aspect très positif de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y avait une partie de la population, les oubliés, les méprisés, ceux dont on tient jamais compte, ceux dont les politiques ne parlent pas, ceux qu'on voit pas sur les plateaux de télévision, qui enfin étaient apparus. Et ils avaient pris ce gilet jaune finalement comme un signe de visibilité. On est là aussi, et on a des problèmes, et on veut que vous les preniez en compte. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce grand débat, il répond pas à cette problématique, parce que vous n'avez pas ces personnes-là dans le débat. Pourquoi on n'a pas ces personnes dans le débat? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que les gens ont compris que ce débat était biaisé d'avance. Que la Commission nationale du débat public en a été écartée. Alors là, vous avancez des chiffres de contribution, mais en fait, on doit juste vous faire confiance, finalement. Parce qu'aucune autorité indépendante, aujourd'hui, est en charge de ce débat. Je vous rappelle, on en a parlé sans doute pas suffisamment, que Madame Joanneau, on a beaucoup présenté le fait qu'elle était partie à cause d'une polémique sur son salaire. La réalité, c'est qu'elle est partie parce que pendant un mois, elle a essayé de garantir l'indépendance de ce débat public, et elle en a été écartée. C'est le premier point. Le deuxième point, les questions sont posées d'une manière qui est biaisée. Parce que quand vous avez la question de l'impôt et des services publics, entre faut-il baisser les impôts ou faut-il supprimer des services publics, il y a une troisième possibilité. C'est augmenter la contribution des plus riches et des multinationales, de la justice fiscale. C'est ce que les gens demandent aujourd'hui dans le pays. Et dernier point, je m'arrête là-dessus, la question qui est posée et à laquelle vous ne répondez toujours pas, c'est la question de qui va trancher à la fin. Parce qu'il y a des désaccords. Parce que il est gentil, Édouard Philippe, mais il va faire des exercices de pédagogie. Mais on ne demande pas de la pédagogie. Le problème, c'est que les gens sont en désaccord avec la politique gouvernementale. Donc à la fin, il faut trancher. Il faut un vote. Et tant que vous ne répondrez pas à cette question, vous ne pouvez pas espérer intéresser beaucoup de monde à ce débat, de mon point de vue. J'ai envie de dire au président de la République, il ferait mieux d'aller faire un tour dans une manifestation. Alors je pense qu'il ne serait pas très bien accueilli. Mais il verrait que les gens qui sont dans la rue, ce pas des violents. C'est des gens qui en peuvent plus, qui n'arrivent pas à aller à la fin du mois, qui ont envie d'avoir du pouvoir. Il y a beaucoup de violents. Mais il y a des violents, mais il y a une minorité qui vient effectivement pour casser. Mais on ne parle pas de ces gens-là. Dans la grande majorité de ces manifestants, c'est des gens qui ceux qui restent aujourd'hui à la manifestation, c'est quand même plutôt les violents par rapport aux manifestations de début décembre. Et sur la place de la Bastille la semaine dernière, il y avait une majorité de gens qui étaient quand même, quand il y a eu cet immeuble qui était mis en feu. Vous savez sans doute tous, plus que moi, quelle est la composition de ces mobilisations, mais moi, pour ma part, j'ai participé à l'ensemble de ces actes-là, et j'ai pas vu autour de moi, dans la rue, des gens qui avaient envie de casser ou de renverser les institutions. J'ai entendu des gens qui disaient, la fin du mois est trop difficile et on veut des réponses, et on nous écoute pas, notre parole est méprisée et bafouée, et on veut avoir notre mot à dire. Moi, ce que je retiens des révélations que vous venez de nous faire à l'instant, c'est surtout que le président de la République dit, finalement, le grand débat, il vient de l'enterrer. Il dit sur la question sociale, il n'y aura rien. Et puis sur la question institutionnelle, on fera peut-être un référendum à la fin, mais finalement, on remettra ce qu'on avait voulu mettre dans la réforme constitutionnelle au mois de septembre dernier. Pas seulement. Il peut y avoir d'autres choses. Donc, non, mais donc la preuve est faite qu'il a d'ores et déjà choisi éventuellement les questions qu'il va poser
aux Français et qui va biaiser ces questions. Parce que moi, ce que j'entends dans la rue, c'est pas uniquement la diminution du nombre de parlementaires, comme voudrait le croire M. Macron. Ce que j'entends dans la rue, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est la fin des privilèges pour les anciens présidents de la République, c'est une classe politique plus vertueuse, c'est des nouvelles institutions, une 6e République, et c'est des réponses sociales. Mais il peut y avoir une partie de ce que vous dites, il n'a pas du tout fermé la porte à un certain nombre de choses. On verra. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il chemine plutôt vers l'idée d'un référendum et aussi sans doute d'une délibération de proximité. C'est comme ça qu'il l'appelle, en étant, j'allais dire, revalorisant, ou donnant plus de pouvoir aux maires et aux départements. Vous comprenez bien que c'est pas ce qu'on retrouve dans les listes de revendications qui remontent du pays. Mais ce qu'il y a d'embêtant, en fait, je trouve vraiment dommage, en fait, que vous donniez même pas une chance au grand débat. Si vous êtes parti du principe dès le départ que de toute façon les dés étaient pipés, c'était biaisé. C'est le cas, madame. Non, mais le débat n'avait même pas commencé, que vous étiez déjà en train de dire de toute façon c'est truqué. Et là, maintenant, le débat, oui, mais en fait, personne ne peut savoir d'avance. Il n'avait même pas commencé, vous mettiez la Commission nationale du débat public sur le côté, madame. Le débat est en cours depuis 2 semaines et vous dites, il n'y a pas de réponse. Je vous signale qu'il reste encore 6 semaines. Oui, mais là, on vient de parler de la fin. Au bout de 2 semaines, c'est marrant parce que vous dites à la fois, les dés sont déjà pipés, mais en même temps, vous attendez des réponses du grand débat. Donc, il faudrait savoir sur quoi vous vous situez. Ah non, pas du grand débat. Donc, des mobilisations. On est en train de reparler d'un possible... En écartant la partie économique et sociale. Mais attendez, ça, c'est vous qui l'avez dit, le président de la République. Mais monsieur Jeudi ne connaît pas tous les recoins de la pensée de monsieur Macron. Oui, pardon, il n'est pas... Ce dont on parle, c'est les révélations. Il n'est pas porte-parole d'Emmanuel Macron. J'ai bien compris, mais vous êtes d'accord de ce dont on parle, c'est les révélations qu'il a fait à M. Jeudi. Pourquoi est-ce que vous êtes si fataliste et que vous dites d'avance ça sert à rien? Mais je suis pas fataliste, madame. Je crois pas à votre entourloupe, c'est pas pareil.